Bonsoir à tous et bienvenue Baruch Hashem pour une nouvelle formation sur Tara Tamishpacha qu'on a surnommé Tara Express, car effectivement c'est là le but est de réviser donc les halachot et de les apprendre pour certains de manière la plus rapidement possible en donnant le maximum d'informations d'un côté, mais d'un autre côté pour essayer donc de rapprocher la halacha à tout le monde. Donc mon nom c'est Hillel Menachem Gez. Baruch Hashem, ça fait déjà quelques années qu'on s'occupe de Tara Tamishpacha et aussi dans d'autres domaines aussi. Et étant donné qu'il y a beaucoup de demandes de faire des cours de Tarat Mishpacha, alors je me suis dit pourquoi pas, on va essayer de donner la possibilité au maximum de personnes de pouvoir participer donc au cours de Tarat Mishpacha. Donc c'est aussi pour les hommes comme pour les femmes, comme vous pouvez le voir. Et le but, comme on l'a dit, c'est évidemment de rapprocher au maximum la halakha, et ça va donner aussi la possibilité à tout le monde donc d'apprendre ou bien de réviser la halachot comme il se doit. Alors, comment ça va se passer les cours Bezrat Hashem? Donc déjà, donc je suppose qu'on fera en principe 8 cours à travers lesquels on va réussir à passer sur toute la halachot. On va aussi parler des choses qui sont très intéressantes, comme les moyens de contraception, tout ce qui est donc aussi des examens gynécologiques et tout ce qui est aussi pour la procréation, etc. Donc, accouchement, grossesse, etc. Donc, des sujets qui sont très, très aussi utiles, aussi qui sont un peu en dehors de la halakha, mais qui sont encore tout de même liés avec la halakha. Et donc, en moyenne, là, un cours va se dérouler en général durant 1 heure. Donc, des fois, c'est un peu compliqué donc, de savoir exactement, mais en général, le cours va durer durant 1 heure. Et par contre, pour les questions, étant donné que si je laisse le micro ouvert, je suppose qu'on a beaucoup d'interruptions. Donc, ce qu'on va faire, c'est que pour le moment, les micros sont éteints. Et à la fin du cours, ou bien j'ouvrirai les micros, ou bien c'est peut-être mieux pour tout le monde que dès qu'une personne a une question, il y a le chat qui est disponible donc pour écrire les questions. Et donc, comme ça, chacun qui a une question pourra donc l'écrire. Et ensuite, à la fin du cours, je passerai sur les questions pour y répondre. Et à part ça aussi, je vais laisser mon numéro de téléphone pour ceux qui souhaitent poser des questions directement sur le numéro, une personne qui n'a pas pu le faire pendant le cours, mais qui n'ose pas, ou bien des questions qui sont un peu complexes ou bien personnelles. Et donc, comme ça, après, si vous voulez, si vous le souhaitez, vous pourrez ensuite vous conseiller, vous envoyer vos questions donc, sur le WhatsApp que je laisserai si Dieu veut. Donc, avant de commencer, j'aimerais donc dédier le cours pour l'Aïlou Neshama de ma mère, Atara Bat Avraham, la famille Gez, et pour le Shibalou le Chaim Tovim Arukim, pour la Hatzlacha de Rav Shlomo Chaim Bonan et le Rav David Bechetrit, pour les enfants et les petits-enfants, dans tous les domaines. Donc, déjà pour commencer, on va déjà faire de quoi on va parler aujourd'hui. On va parler aujourd'hui donc d'un sujet qui est, on va dire, principal dans la Nida. C'est évidemment comment une femme devient Nida. Quelles sont les circonstances qui vont amener la femme à devenir Nida? Et comme on le sait bien, il y a deux façons de voir les choses. Pas tout le monde sait les différencier, mais c'est vrai que concrètement, on a deux statuts de Nida. On a de la Torah des sages, ça veut dire, en d'autres termes, une femme qui devient Nida parce qu'elle a vu un écoulement de sang, ou bien avec une bdika, etc., comme on le verra. Et on a aussi les tâches, des tâches que de temps en temps, une femme peut découvrir sur un sous-vêtement, par exemple, ou bien même aux toilettes, ça peut être ou bien en s'essuyant, par exemple, aux toilettes. Donc, toutes ces choses-là rendent la femme Nida, mais des fois, hein, il y a quand même certaines conditions pour la rendre Nida. Et donc, aujourd'hui, on va un peu parler de tout ça, Bezrat Hashem. Et comme je vous l'ai dit, donc pour ceux qui ont des questions, qui veulent me envoyer une question, on peut le faire donc sur ce numéro-là. Donc, c'est un numéro israélien. Donc, si c'est par WhatsApp, avec le plus 972, retirez juste le 0, 55, 66, 770, 86. Et comme ça, vous pouvez aussi poser vos questions donc après le cours si vous le souhaitez. Ok, maintenant une petite introduction par rapport au lien de Tarat HaMishpacha. On sait très bien que Tarat HaMishpacha, c'est quelque chose qui est très très grand. On le voit que ce soit à travers les enseignements de la Torah et des sages, comment les sages ont vu les lois de Tarat HaMishpacha. C'est vrai qu'on a 613 mitzvot dans la Torah, mais concrètement, on voit que par rapport à Tarat HaMishpacha, nos sages ont eu une approche beaucoup plus, avec des yeux beaucoup plus qui accordait beaucoup plus d'importance à cette mitzvah, pas parce qu'il y a une mitzvah qui est plus importante que l'autre, mais tout simplement parce que finalement, on a vu dans Tarat HaMishpach quelque chose qui était très très fort, très très profond. Et comment on a pu voir ça? Déjà, on sait très bien que par exemple, les lois Tarat HaMishpach, même une personne qui n'est pas forcément pratiquante, elle est quand même au courant qu'il y a la mitzvah Tarat HaMishpach. Certaines personnes l'accomplissent comme il se doit, d'autres le font un peu moins, ou du moins essayent de le faire. Mais tout le monde, chaque personne est conscient, surtout les femmes,
que lorsqu'elle sera Bezrat Hashem arrivée à se marier, elle devra respecter le loi Tarat HaMishpacha, qui veut dire en deux mots aller au mikvé. On sait très bien qu'il n'y a pas que le mikvé, il y a aussi toute une procédure qu'on doit faire avant le mikvé, Shivanikim, l'Efsektara, avant, etc. Mais on sait qu'il y a ce domaine-là, ce concept-là de Tahara auprès de la femme juive. Et pourquoi? Parce que finalement, Tarat HaMishpacha, c'est vraiment la mitzvah qui va préserver et qui va protéger la pureté, la sainteté vraiment dans le peuple juif de génération en génération. Déjà, on sait très bien que forcément, Tarat HaMishpacha, c'est lié directement avec la procréation, forcément. Et donc, lorsqu'on parle de Tarat HaMishpacha, chaque personne a vu cette mitzvah comme quelque chose qui était très, très particulier, étant donné que finalement, c'est quelque chose qui est directement lié aussi aux enfants et aux petits-enfants. Et même la Torah même, on sait très bien que donc lorsqu'on lit les lois de Nida, par exemple, on voit que nos sages ont donné vraiment une particularité, aussi une khumra, une certaine, ont eu beaucoup, beaucoup de barrières pour protéger le juif de ne pas enfreindre les lois de Tarat HaMishpacha. Et donc, on voit qu'on a vraiment quelque chose de particulier, à tel point qu'il est écrit dans la Mishnah aussi, comme le Barthénois explique sur les Pirkei Avot, que aussi l'essentiel du Sachar, l'essentiel donc de la récompense qu'un juif reçoit, c'est lorsqu'il étudie les lois de Tarat HaMishpacha. Donc c'est vraiment quelque chose qui est très très important. Et là, je vous ai ramené une petite lettre du Rabbi qui parle aussi par rapport à ça. C'est une personne qui demande une bracha et un conseil au Rabbi concernant un problème médical qu'elle avait. Et ensuite, le Rabbi commence à parler, etc. Et il dit que, étant donné qu'on a besoin, dans le troisième passage, si vous voulez, on peut les ensemble, étant donné que nous avons tous besoin de la bénédiction de Dieu, que Dieu il a donné la Torah et les mitzvot, Mouvan, c'est compréhensible, Mat'ima, Leoraot, Torateno, Torat Chaim. Donc on comprend que, étant donné que Dieu donne la bracha, et c'est ce même Dieu-là qui nous a aussi fixé des lignes de conduite donc, qui correspondent à la Torah et aux mitzvot, et donc c'est forcément, on doit aussi les appliquer. Et regardez ce que le Rabbi dit aussi, il rajoute aussi, ou bifrat et en particulier, diuk bishmirat chokev vedinet tarat amishpacha. En particulier, lorsqu'une personne va garder les lois de Taharat HaMishpacha, c'est-à-dire Nida, Efsek Tahara, de se tremper dans un mikvé kasher, et aussi de Levarer, Ein Bazei Yedia Shemevi Lechisaron Bekiyum. C'est possible qu'une personne fait et connaît la halachot et les applique, mais ne connaît pas assez bien, et donc automatiquement on ne peut pas les appliquer assez bien. Et le rabbi nous dit, entre parenthèses, que ça, il faut vraiment vérifier avec un rav. Est-ce qu'on connaît suffisamment les lois Tarat HaMishpacha? Et regardez ce qu'il dit, c'est le rabbi, que ça, c'est le moyen de recevoir la bracha d'Akadosh Baruch Hu. Donc, on voit très bien l'importance, évidemment, de l'accomplissement de Tarat HaMishpacha, mais aussi de l'étude des lois Tarat HaMishpacha, que finalement, sans ça, eh ben, finalement, on serait aussi amené. Et très souvent, il y a aussi, même si on a une fois bien étudié, mais il y a aussi l'oubli qui se trouve très souvent. Et donc, forcément, on serait amené à appliquer un peu moins comme il faut. Et donc, c'est pour ça qu'il faut aussi bien étudier et aussi bien réviser. Encore une partie de la Gemara. La Gemara nous rapporte que Rabbi Meir, une fois s'interrogea, il dit pourquoi la Torah a fait ce genre de séparation. Alors, c'est évident que ce que dit Rabbi Meir ici, on va dire c'est le côté, on va dire un peu logique de la Torah, mais c'est évident que lorsqu'on accomplit le Tarat HaMishpacha, ce n'est pas forcément lié avec une logique. On accomplit parce que Dieu nous a demandé tout simplement. Mais c'est vrai que on sait très bien que Akadosh Baruch Hu, à travers la Torah et les mitzvot, il a fait ça pour faire le shalom dans le monde. Et là, le Rabbi Meir nous dit dans la Gemara qu'en vérité, une personne, un homme, lorsqu'il finalement il s'habitue à sa femme, donc ça veut dire qu'elle est permise pour lui, et donc il s'habitue facilement, et au bout d'un certain moment, il se lasse. Mais lorsque la femme devient Nida, forcément, il se sépare. Et à ce moment-là, une fois qu'ils se séparent, donc il y a un peu comment dire en hébreu, le gagouille, la nostalgie qui revient, on se manque, on a une attirance l'un pour l'autre, et donc automatiquement, ça fait raviver la flamme. Et donc on sait bien, la Havdil, même chez les non-juifs, il y a aussi cette idée-là, de ne pas toujours être avec sa femme, d'essayer d'avoir ce moment de séparation-là, mais chez nous, on le voit directement dans la Torah, que finalement, ce système-là de séparation et de nostalgie qu'on crée au sein du couple, c'est ça finalement qui va un petit peu arroser les plantes, qui va arroser un petit peu le jardin du couple, de manière à ce que ça va repousser et ça va revivre comme il se doit. Encore un petit dernier passage qu'on voit dans le Péléioëtz. Regardez ce qu'il nous dit le Péléioëtz. Il dit de la même manière
de la manière dont le couple fera attention de garder la sainteté durant les jours de Nida, il méritera donc, le couple méritera, et de cette manière-là aussi en dépendra la sainteté de l'âme de son enfant. C'est-à-dire que lorsque finalement un couple amène donc des enfants au monde, alors forcément, il y a directement le sujet de Tarat HaMishpacha qui est lié, étant donné que finalement, c'est directement lié avec le corps qui va donner naissance. Et donc, l'enfant est directement donc, atteint par cette conduite-là. Et si on se comporte de manière comme la Torah le demande, donc respecter Tarat HaMishpacha, forcément aussi, eh ben, on va appliquer la sainteté chez notre enfant. Alors maintenant, on va commencer les lois directement. Donc, avant de commencer, j'aimerais vraiment vous partager, que vous devez dire à tout le monde, connaître tout le monde ça, mais finalement, ça fait un petit peu de clair dans la tête. C'est qu'en vérité, comment ça se passe? C'est quoi le parcours de la femme lorsqu'elle devient Nida? Alors, la goutte de sang à gauche, elle correspond au saignement, donc le premier jour de saignement. Comme on sait bien, une fois que la femme saigne, avant de faire son F Tara, ça veut dire avant de faire une vérification pour certifier que le saignement a stoppé, elle doit d'abord attendre minimum 5 jours. Donc, tous ces lois-là, on les verra dans un cours qui est, on va le détailler, tous ces lois-là en long et en large. Mais là, c'est justement en tant que, on va dire, introduction à ce cours-là, au Lotarat HaMishpacha. Donc, j'aimerais vraiment partager de manière à ce que déjà on voit l'image globale. Donc, déjà, donc, on a le saignement du jour numéro 1. Ensuite, il y a des jours de saignement qui s'écoulent. Et minimum au 5e jour, si ce n'est pas plus, à condition que le sang s'est arrêté de saigner. Donc, elle peut faire le F-Sektara, le Mordachouk. Donc, on détaillera plus loin, mais en tout cas, il s'agit de certifier que le sang s'est arrêté. Le lendemain matin, et pas comme les gens confondent que le F-Sektara, c'est le premier jour, ça c'est une grave erreur, mais le lendemain, on commence les Shiva Nekim, on commence à compter 7 jours. On commence à compter 7 jours, donc le jour va commencer, on fera des bdikot, des vérifications, et on fait les 7 jours de netteté jusqu'au 7e jour de Shiva Nekim, suite à quoi, après la sortie des étoiles, on va se tremper au mikvé, et donc la femme redeviendra permise à son mari. Donc, les lois du Nida, en vérité, à partir du moment où la femme devient Nida, finalement, ça correspond tous ces jours-là. Ça veut dire à partir du jour où la femme a saigné jusqu'au jour où la femme s'est trempée dans le mikvé. D'accord? Il y a pas, ça veut dire, certains peuvent penser qu'à partir du moment où la femme s'arrête de saigner, à ce moment-là, le statut de Nida est beaucoup moins grave. Non, c'est tout à fait la même chose. Pas seulement ça. La femme ne peut pas devenir permise à son mari si elle ne s'est pas trempée au mikvé, même si, par exemple, ça fait 2 ou 3 mois qu'elle n'a pas vu de sang et donc on va dire, bon, elle ne saigne plus, donc pourquoi elle ne peut pas toucher son mari, pourquoi elle ne peut pas dormir avec lui, etc. On doit respecter toutes la hakot, toutes les lois de séparation à partir du moment où elle a vu le sang qui l'a rendu Nida, jusqu'au moment où elle s'est trempée au mikvé, peu importe combien de jours se sont écoulés. Alors maintenant, on va un peu parler de comment une femme devient Nida. Quelles sont les circonstances pour qu'une femme devienne Nida? Alors avant ça, il faut distinguer entre 2 cas. Le cas où on voit du sang, comme on va le voir, ça s'appelle Reya. Reya, ça veut dire elle a vu du sang. Et là, on va jouer un peu avec les mots. Et le cas où elle a trouvé du sang. Alors, quelle est la différence entre les deux? On le verra bientôt. Et donc, dans ce shiur, si on a le temps, on va essayer donc parler de ces 2 cas-là pour essayer un peu de voir comment la femme devient Nida sous tous ces aspects. Donc, déjà, ça veut dire quoi, Ria? Ça veut dire quoi, voir du sang? Ça veut dire de voir un écoulement. Qu'est-ce que ça veut dire? Alors, déjà, le Shulchan Aruch nous dit, je vous amener le passage pour celui qui veut lire. Moi, je vais passer directement au Shulchan Aruch, donc vraiment que les collines de texte en hébreu. Après, on restera en diaporama en français. Mais en tout cas, le Shulchan Aruch nous dit comme ça. Une femme qui a trouvé une femme que du sang est sorti d'elle. Mais regardez le langage Shulchan Aruch, mimekora. C'est comme mimekora. Mekora, ça veut dire la source. C'est quoi la source? Ça veut dire de l'utérus. Si il y a une femme qui du sang est sorti de l'utérus, donc sous-entend, si ce n'est pas sorti de l'utérus, mais d'autre part, on le verra. Ben beones, ben beratson, que ce soit involontaire ou volontaire, ça veut dire ou que ce soit accidentellement ou bien volontairement. Ça veut dire quoi volontairement? Ça veut dire naturellement. Alors à ce moment-là, Tmea, Tmea, c'est-à-dire elle est Nida. Vehu shetargish beyetziato, mais il faut qu'elle ressente lorsque le sang est sorti. Ou miu, et cependant, mi shetargish bo shenekar mimkomo, veyatza tmea, à partir du moment où elle va ressentir que le sang est sorti, elle devient tmea, afalpi shelo yatza lachutz. Ça veut dire même s'il n'est pas sorti à l'extérieur, mais il est encore à l'intérieur, ça veut dire il est encore dans la cavité vaginale, il est sorti de l'utérus, mais il n'est pas encore sorti du corps, ça veut dire à l'extérieur du corps. Alors à ce moment-là, elle est quand même nida.
Ve'afilu lo ra'ata ela tipat dam kechardal. Même si elle a vu une goutte de sang vraiment toute petite. Yoshevet alav shivanekim, elle devient nida, elle doit faire le shivanekim et tout le processus pour pouvoir donc être permise à son mari. Ok. Maintenant, le rameau continue en bas, il nous dit, et ve'en chiluk, qu'il n'y a pas de différence ben pnouya le nesua, il n'y a aucune différence entre une femme mariée et une femme non mariée. Alors, ça veut dire quoi tout ça? Alors, je vais commencer par par le dernier détail. Il n'y a pas de différence entre une femme mariée et pas mariée. Et effectivement, une femme, à partir du moment où elle voit du sang, à partir du moment où elle voit le cycle, donc ça dépend de chacune, mais ça peut faire déjà à partir de 12 ans, alors à ce moment-là, elle devient déjà Nida. C'est quoi Nida? C'est-à-dire que finalement, évidemment, elle peut toucher son père, elle peut toucher son frère, etc. Mais à partir du moment où elle se marie, étant donné que le mari, forcément, ils se marient ensemble, et donc vont être ensemble, avoir donc des relations conjugales ensemble, donc ça, c'est quelque chose qui est interdit, ça rentre dans la catégorie de Nida. Mais concrètement, théoriquement parlant, même une personne qui n'est pas mariée est encore nida. D'accord? Mais c'est pour cela aussi que finalement, une femme, lorsqu'elle va se marier, avant son mariage, elle va se tremper au mikvé. Pourquoi elle va se tremper au mikvé? Parce qu'elle est forcément nida, étant donné qu'elle a vu du sang et qu'elle ne s'est jamais trempée au mikvé avant son mariage. Pour pouvoir être permise à son mari, elle doit absolument se tremper. Alors, dans le texte en hébreu qu'on a vu, on a vu qu'il y a plusieurs conditions pour que la femme devienne nida. Alors, je reprécise encore une fois, lorsque je dis pour que la femme devienne nida, j'ai dit au début qu'il y avait deux façons que la femme devienne nida. Que ce soit par l'apparition d'un écoulement, qu'elle a vu du sang, ou que ce soit qu'elle a trouvé du sang. Bon, après, on va expliquer c'est quoi la différence. Et pour l'instant, on veut savoir qu'est-ce que ça veut dire nida d'après la Torah. Quand je dis la Torah, ça veut dire pas des sages, parce qu'il y a l'ordre de la Torah et l'ordre rabbinique. Concrètement, les deux, dans l'application, on revient pratiquement au même. La question, c'est quelles sont les conditions pour devenir Nida? Alors, selon la Torah, il faut déjà que le sang vienne de l'utérus. Après, on va détailler plus largement. Donc, il faut de l'utérus. Deuxième point, il n'y a aucune différence si c'est accidentel ou naturel. Peu importe l'âge, même une femme qui est ménopausée déjà, elle dit, bon, c'est pas ben, ça la rend quand même Nida. Il n'y a aucune différence entre les tailles, ou taille ou forme, sec, mouillé. Tous les cas, la femme devient Nida. Apparence de sang, ça veut dire qu'il faut aussi qu'il y ait la couleur de sang. Et sixièmement, il faut que c'est même avec une sensation, ça veut dire une argacha. Il faut qu'elle ressente qu'elle a un écoulement. Ça, c'est comment la femme devient nida. Alors venez, on va un peu détailler ça. Alors vous allez me dire, mais attends, ça sert à quoi détailler tout ça? Bon, une femme qui voit du sang, elle devient nida. Alors c'est important de détailler parce qu'on va avoir plusieurs nuances finalement et que des fois la femme, elle ne devient pas vraiment nida. Ou des fois, elle devient nida même qu'elle n'a pas vu de sang. Donc, c'est pour ça que c'est important un petit peu de détailler. Donc, avant de rentrer dedans, déjà, je vais dire que ce cours-là, c'est vrai qu'il y a beaucoup de détails. C'est vrai que c'est un cours que, on va dire, globalement, il est un peu plus compliqué que les cours qu'on verra après, Bezrat Hashem, mais c'est important quand même de passer par ça. Donc, déjà, quelles sont les conditions pour qu'une femme devienne Nida? Alors, on a dit qu'il y en a 6. Alors maintenant, on va les détailler. Sang provenant de l'utérus. Ça veut dire quoi de l'utérus? Forcément, le sang vient de l'utérus. Oui, mais des fois, le sang peut venir de la cavité vaginale. D'accord? On appelle ça en hébreu le nartik. Ça veut dire on a comme, ou bien dans le Rambam, le prosdor. En vérité, c'est comme un couloir. Il y a le couloir. On appelle ça entre guillemets. Ça veut dire c'est la partie qui va en vérité faire la jonction entre l'extérieur du corps et l'utérus et la cavité vaginale. D'accord? Donc, si maintenant là-bas, une femme voit du sang de là-bas, ça veut dire quoi du sang de là-bas? C'est-à-dire, par exemple, elle a été blessée. Elle s'est blessée, par exemple, elle a fait une médica avec un ongle, ou bien un médecin en faisant un test gynécologique l'a blessée là-bas, etc. Ça ne rend pas nida. Maintenant, vous allez me poser la question, mais comment savoir? Ça, on le verra après. Mais en tout cas, il faut savoir que théoriquement, le sang qui rend nida, ce n'est pas le sang qui a saigné de la cavité vaginale, mais c'est le sang qui a saigné de l'utérus même. Deuxième point, il n'y a aucune différence entre accidentellement ou naturellement. Ça veut dire que ce soit le cycle qu'elle voit tous les mois, que ce qu'elle a fait du sport, elle a porté quelque chose de lourd, elle a une frayeur, elle a une peur. Dans tous les cas, la femme devient nida. Il n'y a aucune différence. Quelles sont les circonstances? Prochain point. Tout âge. Ça veut dire quoi tout âge? Comme on l'a dit, que ce soit soit mariée ou non, ménopausée ou non, dans tous les cas, la femme devient nida, il n'y a aucune différence. Quatrième point, toute taille et forme. Même si, comme on l'a dit au Shulchan Aruch, même si une kippa aussi petite comme khardal, c'est comme un petit point de moutarde, vraiment, c'est quelque chose de vraiment tout, un petit point. Même ça, ça en nida, il n'y a pas de différence entre les tailles.
Maintenant, l'apparence du sang, c'est quelque chose qui est assez intéressant qu'il faut noter. Quelles sont les apparences du sang qui deviennent nida? Alors, vous allez me dire, quand une femme voit un écoulement de sang, forcément, c'est du sang. Alors, pourquoi c'est important de savoir ça maintenant? Parce que des fois, par exemple, une femme, comme on le verra plus tard, elle fait une bdika, elle fait une vérification avec le tissu. Donc, lorsqu'une femme fait une bdika, des fois, c'est important de savoir quelle couleur qu'elle a trouvé la rend nida et qu'est-ce qui ne rend pas nida. Alors, les couleurs impures sont tout ce qui est attaché au rouge. Donc, rouge, rougeâtre, bordeaux, rose, couleur de rouille, que des fois, la rouille, ça peut porter un peu de pas confusion, parce que des fois, ça ressemble au marron, mais on voit qu'il y a des petits reflets de rouge, donc c'est important de voir ça. Il y a aussi vin, c'est quand même un peu en rouge, un peu vieux comme ça aussi, ou bien un rouge très profond, tout ça rend nida. Maintenant, donc là, ce qu'on sait, c'est le rouge, et forcément, le rouge, c'est du sang, mais il y a aussi ce qui penche vers le rouge. Ça veut dire, des fois, on peut voir un marron qui penche vers le rouge, des fois, on peut trouver un jaune qui penche vers le rouge, donc on ne voit pas du rouge, on voit du jaune, mais on voit que on va dire, dans l'arrière-plan de la couleur, il y a quand même un peu de rouge qui se crée. Et donc, d'accord, donc, là, donc forcément, des fois, on peut savoir par nous-mêmes, et des fois, il faut montrer un rave et un expert qui va donc vérifier les marottes pour voir quelle couleur c'est. Il y a aussi un autre couleur qui est un peu moins connue, c'est le noir. Le noir aussi il rend la femme nida. Alors, c'est quoi le noir? Le noir, il faut savoir que ce n'est pas une couleur qui est très fréquente. Pourquoi? Parce que souvent, lorsqu'on par exemple, prend une indica, on la vérifie, on peut voir qu'il y a du noir, mais en vérité, c'est du marron qui est concentré. Ce n'est pas vraiment du noir. En vérité, qu'est-ce que c'est du noir? Pourquoi le noir rendrait nida? On a dit que c'est le sang qui rend nida. Parce qu'en vérité, on parle d'un noir qui est, en vérité, c'est un sang qui a vieilli, qui s'est endurci et qui est devenu noir avec le temps. Donc forcément, c'est du sang à la base. À la base, c'est du rouge qui est devenu noir. Mais la couleur noire, si c'est du vrai noir, comme on l'a dit, étant donné qu'on dit que c'est du rouge à la base, donc ça revient nida. Et par contre, il ne faut pas confondre avec le marron noir. Parce que des fois, il y a un marron qui paraît noir, mais en vérité, si on voit au fond, il est vraiment marron. Ça rend pas nida. Maintenant, qu'est-ce que les couleurs pures? On a finalement le blanc, évidemment. Des fois, on a des taches blanches, du vert, du bleu. C'est un peu moins courant, évidemment, mais des fois, on peut retrouver des reflets verts aussi. Il y a aussi la couleur or, bien que pas tout le monde est d'accord avec ça, mais on aimait qu'elle. Le jaune, le jaune, clair, jaune œuf, et gris. Gris aussi, c'est comme ça peut ressembler à du noir, mais du noir très très light, très très léger. Et donc ça aussi, ça peut des fois se mélanger entre le noir et le marron, mais très, très clair, très allégé. On retrouve aussi du gris. Maintenant, par rapport au marron, ça, c'est un peu dans les couleurs qui sont douteuses. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que finalement, les couleurs qu'on a dit ici, forcément, c'est des couleurs que chacun peut lui-même regarder et vérifier. C'est vrai que la couleur or, des fois, peut porter à confusion, mais si on a l'habitude de voir, on peut finalement s'y faire et finalement trancher par nous-mêmes. Mais concrètement, lorsqu'on n'a pas l'habitude de trancher par nous-mêmes, évidemment, parce qu'on ne sait pas vraiment distinguer les couleurs, ça, il faut montrer évidemment à chaque fois un rave. Mais c'est vrai que tout le temps, même personne qui s'y connaît, même personne qui a l'habitude, qui a l'expérience, il y a quand même des couleurs qui sont douteuses. Et une des couleurs, par exemple, c'est le marron. Le marron, souvent, il y a des reflets rouges, il y a des reflets marrons. On a un fond qui pousse des fois marron vers le gris et un marron qui pousse vers le bordeaux. D'accord? Donc, on a plusieurs sortes de marrons. On a aussi un or qui est très fort, plus foncé, qui se rapproche aussi du marron. Dans toutes ces couleurs-là, dès qu'on a un doute, évidemment, il ne faut pas trancher par nous-mêmes, il faut d'abord demander à un rave. Alors, la question, souvent, on entend que des fois, les femmes ont honte de montrer au rave. Moi, personnellement aussi, je vérifie beaucoup de marottes. Il faut savoir que c'est le métier du rave. C'est pour ça qu'il a été créé. Un rave, quand on parle Tarat et Mishpacha, c'est à quoi ça sert. Il a l'habitude. Il fait ça tous les jours. Il fait ça toute la journée. Pas toute la journée, j'exagère un petit peu. Mais il fait ça énormément de fois, énormément de temps. Et donc, pratiquement tous les jours, il a des fois même des dizaines de marottes qui lui viennent. Donc, c'est vrai qu'on peut se sentir gêné, mais on n'a pas le choix. Des fois, on a des couples qui, comme ils ont honte, alors ils font un peu traîner, etc. Et des fois, les marottes traînent à la maison. Et donc, à la fin, ils ramènent un paquet de marottes entiers avec le raf parce qu'ils ont eu honte. Et à la fin, ils ont découvert que déjà, le F-Sectara n'était pas bon, donc il faut recommencer depuis le début. Donc, c'est vraiment très dommage. Donc, c'est vrai que des fois, c'est un petit peu gênant, mais il faut vraiment surmonter un petit peu ça, ne pas avoir honte et amener au rave. Mais évidemment, il faut apporter un rave qui est compétent. Ça veut dire quoi? Qui s'y connaît, qui a eu un diplôme pour ça, qui s'est fait interroger, qui a reçu sa asmacha, donc qui a été diplômé pour ça, pour ne pas non plus qu'il fasse des bêtises, des erreurs. Ok, d'accord, donc ça c'est par rapport aux couleurs. Maintenant, qu'est-ce qui se passe avec la sensation? La sensation, ça veut dire quoi? Ça veut dire que d'après la Torah, d'après les sages, comme on le verra, c'est même sans sensation. Mais d'après la Torah, on a besoin d'avoir une argacha, de sentir l'écoulement pour pouvoir être nida selon la Torah.
La question, c'est qu'est-ce que c'est une sensation? C'est quoi une argasha? Alors, on a trois catégories d'argasha. Ou bien ptichat pi hamakor, ça veut dire en vérité une personne qui a le sentiment que l'utérus est ouvert. La vérité, je n'ai pas encore mérité de rencontrer une personne qui a senti l'utérus s'ouvrir réellement. D'accord? C'est vraiment sentir que l'utérus s'ouvre, c'est assez profond. Donc, il faut vraiment être très, très, très sensible pour pouvoir sentir une chose pareille. Mais du moins, c'était une nargasha qui existait à l'époque. Et peut-être chez des femmes, très rarement, ça peut exister aussi. Ça peut encore arriver. Mais c'est très, très rare. D'accord? Une autre forme d'argasha, c'est quoi? C'est si isdazo et varea. Ça veut dire quoi? Ça veut dire elle a vu du sang, mais elle a vu du sang à la suite d'un grand frisson, un grand tremblement. Ça peut aussi être appelé une argasha. Et enfin, troisièmement, c'est zivad davarlar, c'est si elle a senti quelque chose couler. Alors, ça veut dire quoi qu'elle a senti quelque chose couler? Ça veut dire quoi? Parce que finalement, lorsqu'on parle de argasha, ça veut dire quoi une argasha? Ça veut dire qu'elle a vu un écoulement de sang et que par la suite, ou bien pendant, elle a eu une sensation forte. D'accord? Donc, elle a accompagné une sensation forte. Ça veut dire que, comme on a dit, que l'utérus est ouvert, ou bien qu'elle a eu un grand frisson, ou bien qu'elle a senti quelque chose de couler. Si elle a eu ça, elle s'appelle qu'elle est une idée d'après la Torah. Alors maintenant, je vais m'arrêter sur le dernier point. C'est quoi zivat davarlar? Ça veut dire quoi une sensation d'écoulement? Parce que finalement, chaque femme qui voit du sang dit j'ai eu une sensation d'écoulement. Donc ça veut dire quoi cette sensation d'écoulement? Alors on le verra juste après. Le sensation d'écoulement, on veut dire qu'en vérité, on parle qu'elle a senti l'écoulement de l'utérus même, de l'utérus dans la cavité vaginale. C'est là-bas qu'elle a senti l'écoulement. Si une femme ne sent pas l'écoulement là-bas, elle le sent uniquement à la sortie du corps. Parce que souvent, il y a des femmes qui nous disent oui, j'ai senti sur les jambes quelque chose couler. Ça ne s'appelle pas Ziva Davarlach. Ziva Davarlach, c'est lorsque ça sort, la femme sent que ça sort de son utérus, donc vraiment à l'intérieur, et que ça coule de là-bas. Et ça, c'est encore extrêmement rare. Alors maintenant, vous allez me poser une question. Si vous, alors on dit, on vient d'expliquer que pour être nida d'après la Torah, il faut que le sang soit accompagné d'une argacha, une sensation. Mais si on dit que petit chat makor, que l'ouverture de l'utérus, c'est très rare, isda azoevare, un tremblement aussi, c'est rare. Zivad davarlar, sentir un écoulement de l'utérus aussi, rare. Alors qu'une femme ne devient pas nida d'après la Torah, c'est comme ça. Même quand elle voit les règles, on va dire qu'elle ne devient pas nida. La réponse, elle est oui qu'elle devient nida d'après la Torah. Et pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, c'est notre corps qui n'est pas assez sensible pour ressentir. Ça veut dire qu'en vérité, on prétend que oui, effectivement, une femme qui a vu un écoulement, par exemple, de sang important, comme par exemple des règles, c'est évident qu'elle a ressenti. Mais ce n'est pas, ça veut dire quoi, elle a ressenti? La sensation était, mais elle n'était pas assez sensible pour la ressentir. En hébreu, dans la halakha, on dit irgisha vela vadata. Ça veut dire elle a senti. Ça veut dire théoriquement, elle a oui senti. Mais pourquoi concrètement, physiquement, elle n'a pas senti? Parce qu'elle n'est pas assez sensible pour pouvoir ressentir. D'accord? Donc ça, c'est finalement la différence entre les deux. Donc finalement, dans ce cas-là, étant donné qu'elle est censée sentir dans ces circonstances-là, elle devient oui, l'ida d'après la Torah, même qu'elle n'a pas senti physiquement. Mais étant donné que c'est un écoulement qu'elle est censée sentir une argacha, comme par exemple des règles, alors quand c'est un ketem, quand c'est une tâche qu'elle a trouvée, ça forcément, ça venu sans sensation. Mais si on voit un écoulement qui sort, c'est pas logique qu'elle n'a pas senti. Donc on prétend qu'elle a senti oui, mais elle n'était pas assez sensible pour la ressentir physiquement. Donc c'est pour ça que de nos jours aussi, tout ce qui est en vérité les écoulements importants de sang la rend nida même après la Torah. Alors maintenant, il faut faire attention, comme je l'ai un petit peu mentionné juste avant. Déjà, lorsqu'on parle d'argacha, on ne parle pas de mal de ventre, de mal de tête, de mal de dos. Ça, c'est aussi une argacha, mais d'autres choses. Mais ce n'est pas lié avec les sensations, la argacha, pardon, avec la argacha de nida qui la rend nida d'après la Torah. Ce n'est pas lié à ça. Premièrement, d'accord? Donc, les mal de dos, mal de tête, ça peut peut-être nous donner une indication pour savoir quand les règles vont arriver. Mais ce n'est pas appelé une argacha pour la rendre nida d'après la Torah. Une autre chose, un autre point. Lorsqu'on parle d'argacha, on a dit que la argacha de zivat davarlar, ça veut dire qu'il faut que ça coule elles sentent que ça coule de l'utérus, pas entre les jambes. Comme j'ai dit, souvent les femmes qui disent elles découvrent du sang, elles ressentent, pardon, un écoulement entre les jambes, elles disent ah j'ai ressenti. Alors vous allez me dire à quoi ça sert de savoir ça. Alors on va le voir juste après pourquoi c'est important de savoir ce point-là. En tout cas, maintenant une autre question. Une femme qui fait une bdika, elle ne ressent rien.
Et pourtant, une femme qui fait une bdika et qu'elle voit du sang dessus, elle devient nida d'après la Torah. Comment ça se fait? Voilà qu'elle n'a pas eu de sensation. Parce qu'en vérité, chaque chose qui entre dans la femme, ça veut dire ça peut être que ce soit une bdika, que ce soit après les toilettes, par exemple, quelque chose qui est sorti d'elle. Donc, donc finalement, l'endroit, entre guillemets, il était occupé par quelque chose. Ou bien après une relation conjugale, une femme qui voit du sang, le sang qui sort de là-bas à ce moment-là, c'est appelé du sang qui vient Béar Gacha, Minatora et Nida d'après la Torah. Et pourquoi? Parce qu'on prétend que c'est très possible qu'au moment où elle a vu du sang, elle a ressenti. Mais elle pensait que c'était l'abdika qu'elle ressentait. Ou bien elle pensait que c'était par exemple les toilettes qu'elle ressentait. Ou bien qu'elle sentait son mari au moment de la relation. Et donc, elle se disait que peut-être que finalement, ce que je ressens, ce n'est pas l'écoulement, c'est mon mari, ou bien c'est l'abdika. Et donc, c'est pour ça, comme on voit, il est fort possible que pendant l'abdika, elle a eu cette sensation-là. C'est pour ça qu'on considère aussi cette tâche qu'elle va voir sur l'abdika, par exemple, ou bien après les toilettes, ou bien après la relation conjugale, comme la rendant nida selon la Torah. Maintenant, l'autre point qui est important aussi, c'est le fait de s'essuyer. Parce qu'en vérité, comme on l'a dit, là, on essaie de détecter qu'est-ce qui est appelé argasha, qu'est-ce qui est appelé un sentiment, une sensation pour la rendre d'après la Torah. Une femme qui s'essuie, par exemple, après les toilettes. Alors, est-ce qu'elle est nida d'après la Torah ou bien ce n'est pas considéré comme une argasha? Alors, c'est quoi la question? On vient de dire juste avant qu'une femme qui fait une bdika, étant donné qu'elle rentre à l'intérieur d'elle la bdika, elle se dit peut-être qu'en vérité, ce qu'elle a ressenti, c'est la bdika. Mais en vérité, ce qu'elle a ressenti, c'est l'écoulement. Mais une personne qui fait un quinoir, on appelle ça en hébreu, un quinoir, c'est-à-dire qu'elle s'est essuyée. C'est fort possible qu'en vérité, le quinoir, étant donné qu'il est extérieur, donc elle ne va pas la rendre d'après la Torah, ça va être appelé comme un kétem, comme une tâche. Donc, comment on va appeler ça? Alors là, c'est vrai que de manière générale, on va dire comme ça, d'après les Chabad et d'après les Séfarades, on va donner les deux réponses. Selon le monde séfarade, un quinoar, lorsqu'une femme s'essuie, c'est appelé comme un ketem, ce n'est pas appelé une date d'après la Torah. Alors, encore une fois, vous allez me dire, c'est quoi la différence entre ketem et la Torah? On le verra juste après. Parce que quand c'est de nos sages, il faut beaucoup plus de conditions pour qu'elle soit nida. Mais en tout cas, une femme qui fait un quinoar, c'est-à-dire qui s'essuie après les toilettes, et je précise quelques minutes après les toilettes, alors à ce moment-là, cette femme-là, si elle fait un quinoar selon le monde, la Séfarade, elle s'est considérée comme un ketem, comme une tâche, et pas comme une bdika, pas comme une bdika la rendant nida selon la Torah. Maintenant, selon le monde Chabad, eh ben, il faut distinguer entre deux cas. Si le quinoar, si lorsqu'elle s'est essuyée, était très extérieur, était vraiment superficiel, à ce moment-là, c'est comme les séfarades et à ce moment-là, ça va être considéré comme un kétem, comme une tâche. Mais si c'était un petit peu rentré à l'intérieur, ça veut dire qu'elle a un petit peu appuyé en s'essuyant, alors à ce moment-là, ça va être considéré, et elle voit du sang évidemment sur le papier, à ce moment-là, ça sera considéré comme une mudika, et elle sera nida minatora. D'accord? Alors maintenant, et donc pourquoi je rapporte ça? Parce que très souvent, il y a des questions qui montent, qui viennent, une femme qui s'est essuyée, qui dit j'ai vu du sang. Alors, lorsqu'une femme voit du sang après les toilettes, il y a énormément de questions à lui poser. Mais en tout cas, hein, si par exemple vous êtes amené à poser une question au Rav, il faut lui préciser, une des choses qu'il faut préciser, même si c'est dans le monde Rabat, est-ce que c'est le quinoar lorsqu'on s'est essuyé, est-ce qu'il s'est essuyé un peu profondément ou uniquement de manière superficielle, uniquement à l'extérieur? Si c'est superficiel, la majorité des poskim Chabad vont dire que c'est appelé comme un kété, mais pas comme pas comme une bdika. Ok, maintenant un bon conseil évidemment, si on parle déjà du quinoar, c'est qu'évidemment de ne jamais regarder le papier après les toilettes, parce que ça apporte énormément de problèmes. D'accord? Donc, je ne peux pas évidemment tout détailler, toute la loi ce qui correspond à, un écoulement après les toilettes ou bien une tache de sang qu'on a trouvée sur le papier après les toilettes, parce qu'il y a beaucoup de détails, donc on ne va pas détailler ça maintenant. Mais en tout cas, il ne faut jamais regarder. Même qu'on est très curieux, s'il n'y a pas le choix, il faut éteindre la lumière. Mais parce que finalement, ça amène énormément de problèmes. Et des fois, pour un rien, une femme peut devenir nida juste parce qu'elle a regardé le papier. Et donc, c'est pour ça que, même pour une séfarade, un quinoar, c'est comme un ketem, pour les séfaradim, étant donné que c'est après les toilettes, il y a plein de choses qui rentrent en jeu et ça peut la rendre nida très facilement. Et c'est pour ça qu'il ne faut jamais regarder le papier après s'essuyer, même si c'est très dur. Et comme on l'a dit, si c'est vraiment très dur, alors à ce moment-là, éteindre carrément la lumière
et tout jeter et ne pas chercher de problème. Ok, alors maintenant, un des points qui est important de savoir, ce qui est une argacha, ce qui n'est pas une argacha, c'est pour la lacha suivante maintenant qu'on va étudier. Qu'est-ce qui se passe si on a une sensation d'écoulement, mais sans écoulement? Ça veut dire, une femme, elle a senti que, par exemple, l'utérus s'est ouvert, ou bien elle a senti quelque chose couler, mais concrètement, elle n'a rien vu. Il n'y a pas eu un écoulement qu'elle a pu apercevoir. Alors, c'est quoi la halakha? Alors, sensation sans écoulement. Ce qu'il faut faire à partir du moment où la femme ressent ça, donc on a dit comme les sensations qu'on a dit, ça veut dire qu'elle a eu un fort tremblement, ou bien qu'elle a senti l'utérus s'ouvrir, ou bien qu'elle a senti un écoulement qui sortait de l'utérus dans la cavité vaginale. Alors à ce moment-là, elle doit faire une bdika directement, idéalement dans les 2 minutes qui est après la sensation. Qu'est-ce qui se passe maintenant une fois qu'elle fait l'abdika? Elle a fait l'abdika. Si l'abdika elle est de couleur pure, impure, alors forcément elle est nida. D'accord? Si vous avez une tache rouge, elle a une tache rouge, elle est nida. Si maintenant elle est de couleur pure, bon, ça veut dire quoi couleur pure? Par exemple, elle a fait une bika, et après avoir senti que ça coulait, elle a vu que c'était une tache blanche. Alors elle était vraie, elle est pure. D'accord? Pourquoi elle est pure? Parce que forcément, on se dit la sensation, ce qui est sorti d'elle, en vérité, c'est cette tache pure qui est sortie d'elle. Ce n'était pas du sang, c'est une tache pure. Maintenant, si elle n'a rien trouvé, elle est nida. Et pourquoi? Parce qu'on prétend que, étant donné qu'elle a une sensation, une vraie sensation, et que la sensation, sûrement, ça a dû faire sortir quelque chose de l'utérus, et donc si elle n'a pas trouvé, forcément, c'est perdu. Et donc, par doute, elle devient nida. Maintenant, si elle a fait trois fois, elle a eu ce sentiment-là, ces sensations-là, et 3 fois, elle a fait une bdika, et les 3 fois consécutives, elle a vu que finalement la tache qui sortait d'elle était de couleur pure, alors à ce moment-là, elle n'aura pas besoin de refaire de bdika si elle ressent après une sensation semblable. D'accord? Étant donné que 3 fois elle a fait chazaka, 3 fois elle a vérifié, d'accord, sur trois cas différents, enfin 3 cas de cette même sensation. Et elle a vu à chaque fois que la couleur qui lui sortait, c'était une couleur pure, comme c'était du bleu ou du gris ou du blanc ou du vert. Alors à ce moment-là, ce qui se passe, c'est que la femme, elle n'a pas besoin de se vérifier si, encore une fois, elle retrouve, elle ressent cette sensation-là. Maintenant, sensation sans écoulement. D'accord? On a la suite. Maintenant, quand est-ce consulter un rave? Une personne maintenant qui n'a pas fait de bdika, ou bien qui l'a fait après 2 minutes, alors à ce moment-là, elle appelle un rave pour savoir qu'est-ce qu'il faut faire. D'accord? Est-ce que la bdika est valable, oui ou non? Comme il y a plusieurs paramètres, donc directement on dit d'appeler un rave. D'accord? Encore un autre point. Si maintenant une femme n'a rien trouvé, et quand elle n'a rien trouvé, on a dit que normalement elle est nidar, ça veut dire qu'elle a fait une bdika. Mais l'abdika, elle n'a rien trouvé sur l'abdika. C'est vraiment, elle n'avait aucune couleur dessus, même pas blanc ni rien du tout. Vraiment, rien n'est sorti. Alors à ce moment-là, on a dit que dans le ménage général, elle est nida. Mais dans un cas où elle est enceinte, en étant son ménopausée, elle rentre dans le guéder, dans le cadre des dynimes de Messou, les quêtes d'Amim, c'est une catégorie principale, étant donné qu'elle ne voit pas du sang en général lorsqu'elle est enceinte, elle est en ménopausée. Et donc, dans ce cas-là, elle demandera au Rav pour savoir si oui ou non, eh ben, elle peut réciter au Rav. Maintenant, tout ce qui concerne donc donc des comment on dit, tests gynécologiques, etc., ça besoin d'attacher, on verra dans un autre cours qu'on va réserver pour ça. Alors, une petite précision par rapport à ce qu'on vient de dire. On a dit qu'une femme qui voit un écoulement doit se vérifier directement. Mais donc, on a dit, évidemment, on part d'une sensation qui est une sensation comme on l'a mentionné. Ça veut dire une sensation de la Torah, que ce soit l'ouverture de l'utérus, que ce soit, donc comme on l'a dit, un tremblement, que ce soit qu'il y a un écoulement qui sort de l'utérus vers l'extérieur. Mais comme on l'a dit, la sensation qu'on a parlé juste avant, c'est-à-dire la femme qui sent quelque chose entre les jambes couler, ça veut dire finalement elle ne sent pas l'utérus, elle sent uniquement l'écoulement une fois qu'il est sorti du corps. Alors à ce moment-là, il faut savoir que ce n'est pas une argacha, elle n'aura pas besoin de se vérifier d'après beaucoup de poskim, étant donné que ce n'est pas une argacha comme elle est demandée d'après la Torah. D'accord? Donc, en 2 mots, très souvent, la question revient, une femme qui demande, j'ai senti quelque chose de couler entre les jambes, est-ce que je dois, oui, vérifier ou non? La réponse, elle est non, on ne doit pas vérifier, on ne cherche pas les problèmes, étant donné que ce n'est pas la vraie argacha. La argacha, c'est lorsqu'elle sort, enfin, une des 3 argachot qu'on a mentionnées, c'est lorsqu'elle sent quelque chose couler qui sort de l'utérus
Et comme en général, comme on l'a dit, on n'est pas assez sensible de nos jours pour ressentir ça, alors à ce moment-là, c'est pour ça qu'on on ne devra pas craindre à ce genre de sensation, elle n'aura pas besoin de vérifier. Donc ça, c'était par rapport à ce qui était d'après la Torah. C'est-à-dire, comment une femme d'après la Torah, on a dit qu'il n'y a aucune différence entre l'âge, il n'y a aucune différence entre la forme, il n'y a aucune différence même avec une petite goutte, même la plus petite, la plus minime, peu importe où c'est tombé, soit un vêtement de couleur, soit un vêtement de blanc, peu importe où ça a été trouvé, la femme devient nida. Pourquoi? Parce que c'est lié avec une sensation, ou bien c'est lié avec un cas où de manière générale, on ressent quelque chose. Vous vous rappelez ce qu'on a dit au début du cours? Il y a une différence entre lorsqu'on voit du sang, ça s'appelle Reya, ou lorsqu'on trouve du sang. Ça veut dire quoi trouver du sang? Ça veut dire que j'ai trouvé le sang par hasard. Ça, c'est l'ektamim. Et donc, étant donné que ce n'est pas vraiment du sang qui est sorti d'elle, c'est du sang qui est sorti, mais on ne sait pas d'où il est sorti parce qu'il a été trouvé, c'est pour ça qu'il faut beaucoup plus de conditions pour que la femme devienne nida, comme on va le voir dans quelques instants. D'accord, déjà, donc, on va pas lire dans les mots, on va juste raconter. Une fois Rabbi Akiva, une femme est venue chez Rabbi Akiva. Il lui a dit, j'ai trouvé une tache. Rabbi Akiva lui a dit, est-ce que tu as eu peut-être une blessure? Elle a dit, oui, j'ai une blessure, mais elle a été guérie. Ça veut dire quoi une blessure? Peut-être que finalement, ça ne vient pas de l'utérus, c'était une blessure à côté, d'accord, sur le corps qui t'a causé que tu as vu du sang. La femme l'a dit, oui, mais elle a été guérie. Alors, c'est possible, il a dit que c'est possible qu'elle n'a pas totalement guéri, qu'elle a pu sortir un petit peu de sang. La femme a dit, oui, c'est possible aussi, c'est possible qu'il y ait encore un peu de sang qui est sorti. Donc, qu'est-ce qu'il a dit Rabbi Akiva? Si c'est comme ça, la femme, elle était aura. Alors, à ce moment-là, les élèves se sont regardés, l'un à l'autre, et très étonnés. Rabbi Akiva, il a vu leur étonnement. Il leur a dit, pourquoi vous étonnez? Il y a marqué dans la Torah, Vihisha ki zava, dam zova bifsara. Il faut dam, il faut du sang. Si elle voit du sang, mais pas une tache de sang. Alors, ça veut dire quoi? Donc déjà, on voit cette histoire-là que Rabbi Akiva nous a donné, a transmis cette loi-là de Ketem. Ça veut dire en vérité, pas toutes les taches de sang qu'on voit vont rendre la femme nida. Alors tout ce qu'on a dit juste avant, c'est juste par rapport à ce qu'on a dit. Ça veut dire ou bien avec une sensation, ou bien un écoulement où la femme était censée ressentir, comme des règles, etc. Ou bien qu'elle a fait une bdika à l'intérieur, ça rend nida évidemment. Ou bien qu'elle a vu du sang après avoir une relation avec son mari, ça aussi ça rend nida d'après la Torah. D'accord? Ou bien elle a vu du sang juste après les toilettes. D'accord? Bon, ça faut demander à un rave parce qu'il y a plein de conditions. Pour pas que vous pensez que la femme deviendra tout le temps nida dans ce cas-là. Mais on va dire que théoriquement, oui, si elle a vu ça, ça rend nida d'après la Torah. Ça, c'est bien beau. Mais il y a encore Ketem, il y a encore donc, cette tâche-là qui a été trouvée. Alors là, on va essayer de voir, ça veut dire quoi cette tâche-là qui a été trouvée, d'où ça vient. Alors déjà, on a un écoulement. Donc, on refait un peu le résumé. Une femme qui voit un écoulement, comme on l'a dit dans la première partie du cours, elle devient nida, elle doit tout faire. Ça veut dire loi de séparation, efsektara, séjour de netté, mikvé. Une femme qui voit un ketem, donc une tâche, elle faut d'abord qu'on vérifie des conditions. Parce que l'écoulement qu'on a vu avant, c'est sans condition. Vous vous rappelez? Même une tâche la plus minime, comme une pointe d'une aiguille, ça la rend nida. D'accord? Vraiment, mais peu importe sur quelle surface elle a été trouvée. Peu importe la forme. Par contre, Ketem, si elle a trouvé une tâche, ça veut dire par exemple, elle se lève le matin par exemple de son lit, elle voit une tâche sur le drap, ou bien sur un sous-vêtement. Vous voyez, ou bien c'est sur aux toilettes par exemple qui est noir, si elle fait superficielle, vraiment. Donc d'accord, elle voit trouver une tache de sang. Donc là, il faut d'abord remplir des conditions pour qu'elle soit nida. Si les conditions sont là, toutes les conditions sont bonnes, qu'on va mentionner plus tard, elle devient Nida, elle devra respecter les lois de Nida exactement comme si elle était Nida d'après la Torah. Mais la différence entre l'écoulement et le Ketem, c'est l'écoulement qu'elle a vu directement, donc cet écoulement avec la sensation, elle est Nida sans condition, tandis que Ketem, ça a des conditions. Par contre, s'il n'y a pas de conditions, c'est-à-dire les conditions ne sont pas remplies, la femme, elle est pure, elle est théora, même si elle a trouvé une tache de sang. Par exemple, donc une femme se lève le matin, elle trouve sur la robe de chambre une tache de sang. Si les conditions ne sont pas remplies, elle est pure, même qu'elle a trouvé une tache de sang. Alors, encore un petit détail. Écoulement, tache. La différence qu'il y a entre les deux, c'est sensation, sans sensation. Alors, si on fait un résumé, c'était quoi la différence entre une tache et un écoulement? Ketem et écoulement. C'est que l'écoulement, c'est avec une sensation.
ou bien comme on l'a dit de nos jours, ce qui est censé nous amener une sensation. Et tâche, c'est qu'elle a trouvé par hasard, sans sensation. Un autre détail qui est important de savoir, c'est que l'écoulement, c'est nida d'après la Torah, et la tâche, le ketem, ça rend nida d'après nos sages. Mais concrètement, dans l'application de halachot, comme on l'a mentionné juste avant, il n'y a pas de différence concrète. Dans tous les cas, elle est hausse dans nida, elle doit faire la même préparation pour le mikvé, les mêmes shivanekim, le même sektara, il n'y a pas de différence. Alors, vous allez me demander pourquoi on doit savoir ça, parce que forcément, ça peut avoir, donc, quand ça fait code, quand il y a des doutes, etc., ça peut jouer. Mais en tout cas, mais concrètement, dans l'application concrète, une fois que la femme est dite Nida, il n'y a pas de différence si c'est un écoulement ou si c'est un ketem. Mais comme on l'a dit, pour devenir Nida avec un ketem, il faut beaucoup plus de conditions. Alors maintenant, quelles sont les conditions pour que la femme devienne Nida pour un ketem? Alors là, je l'ai marqué en hébreu, mais après, je vais les montrer aussi en français. Un, c'est Mekabel Touma. Il faut que le vêtement sur lequel on a trouvé la tâche, soit Mekabel Touma, peuvent recevoir l'impureté. On va voir ce que ça veut dire juste après. Une grise, ça veut dire qu'il y a une taille, une certaine taille. Contrairement au début du cours, on a parlé d'une tâche qui vient avec une sensation que même si c'est une toute petite tâche, ça rend nida. Quand on parle de ketem, pour que ça rende nida, il faut que ce soit un gris. On verra ça veut dire quoi après. Troisièmement, badouk, il faut que le vêtement ou la surface sur laquelle la tâche a été trouvée, elle a été déjà vérifiée au préalablement, qu'il n'y avait pas cette tâche-là avant. La vanne, d'accord. Donc, quatrième condition, il faut que ce soit un vêtement qui soit blanc ou bien une surface blanche. Si par exemple c'est un sous-vêtement de couleur ou bien un papier, elle s'essuie avec un papier de couleur, ça la rend pas nida. Ve'ent liya, ça veut dire qu'on ne peut pas prétendre que cette tâche-là vient d'autre part, par exemple d'une blessure ou quoi. Donc, si vous voyez les grosses lettres, ça veut dire on fait une rachetevot, mikbalot. C'est Mordechai Eliyahu qui dit ça, c'est mikbalot, mekabel touma, gris, badouk, lavan, ventli. Alors maintenant, on va expliquer plus largement qu'est-ce que ça veut dire ces 5 conditions-là. Déjà, hein, il faut que toutes les 5 conditions soient réunies. S'il manque une des 5 conditions, alors à ce moment-là, la femme, elle n'est pas nida. D'accord. Donc, il faut vraiment que les 5 soient réunis ensemble. Il faut qu'ils soient et Mekabel Touma, la surface sur laquelle ça a été trouvé, et que c'est une taille que la tâche ait une taille, et que la surface était vérifiée, qu'il n'y avait pas de sang avant, et que la surface est blanche, et que le sang n'a pas pu venir d'ailleurs. D'accord. Donc, s'il manque une de ces conditions-là, la femme n'est pas nida. Alors maintenant, on va un peu plus détailler. C'est quoi Mekabel Touma? Mekabel Touma, en vérité, c'est un peu dur d'expliquer parce que il y a beaucoup de détails. Mais on va dire globalement, si c'est un vêtement, d'accord, un vêtement, même si c'est un petit vêtement, mais c'est un vêtement, étant donné qu'il devient important, c'est que c'est indigne d'un cli, finalement d'un ustensile, et donc c'est un béguet, c'est un vêtement, il reçoit le titre de Mekabel Touma. D'accord, du coton, s'il est tissé, un tissu, même si ce n'est pas un vêtement, mais c'est un morceau de tissu, de plus de 6 cm à 6 cm, il y a déjà une surface importante. Alors à ce moment-là, ça devient Mekabel Touma. Alors maintenant, il y a encore quoi de commun, par exemple? Donc, le papier toilette, par exemple, de manière générale, ce n'est pas Mekabel Touma. Pourquoi? Parce que c'est quelque chose qui n'est pas important et qui a été créé pour se faire jeter, pour être utilisé une seule fois et pour être jeté par la suite. Et c'est pour ça que ce n'est pas Mekabel Touma. Donc, c'est pour ça que si on revenait au digne du quinoir, ça veut dire au digne de la femme qui s'est essuyée aux toilettes juste avant, d'accord, qu'on a mentionné dans la première partie, une femme qui s'est essuyée. On va d'abord vous poser la question. C'est quoi le djinn de ce quinoir? Elle s'est essuyée. Si c'est une bdika, si je considère ça comme une bdika, par exemple chez les Chabad, dans un cas où elle a un petit peu enfoncé la colle de papier. Alors à ce moment-là, je ne vais pas me poser la question c'est Mekabel Touma, quelle taille, parce que je considère ça comme une bdika, comme quelque chose qui est venu avec une sensation. Et donc, elle va être déjà nida d'après la Torah. Je n'ai pas besoin de conditions, comme on l'a dit. Mais si je vais considérer le quinoa comme un ketem, donc forcément, je vais devoir me poser toutes les questions que je me suis posées, toutes les 5 conditions que je me suis dit. Je me suis dit. Et c'est pour ça que je vais d'abord me poser comme question, est-ce que le papier toilette, il est Mekabel Touma? Je dirais non. Le papier toilette n'est pas Mekabel Touma. Pourquoi? Parce que le papier toilette, il est là, il n'est pas important, il se jette après utilisation. Donc, ce n'est pas Mekabel Touma. Et donc c'est pour ça que si c'est un quinoa, la femme s'est essuyée,
elle a vu ça sur un quinoir. Si je dis que le quinoir, que le suivant est dans le statut de ketem, d'une tâche, donc le papier déjà en soi n'est pas Mekabel Touma, et donc elle ne sera pas Nida. Vous voyez pourquoi c'est important de savoir qu'est-ce qui est Mekabel Touma ou pas, et aussi qu'est-ce qui est considéré comme Deoraita, comme de la Torah et des sages, parce que si je parle de tâches, de ketem, je vais devoir forcément avoir beaucoup plus de conditions pour pouvoir la rendre Nida. Alors maintenant, encore un autre cas fréquent. Une serviette hygiénique, par exemple. Souvent, une femme a une serviette hygiénique pour se protéger les sous-vêtements. Et donc, là-bas, elle voit une tâche. Qu'est-ce qu'on fait avec la tâche? Alors, forcément, on va devoir se poser la question, étant donné que ce n'était pas une dika. Elle n'a pas eu de sensation. À moins qu'elle a eu des règles à ce moment-là, forcément, il n'y a pas besoin de ça, elle devient Nida de toute façon. Mais si, par exemple, c'est une tâche qu'elle a trouvée, elle se lève le matin, elle dit, ah, une petite tâche. Alors, qu'est-ce qu'on fait avec ça? Alors, donc on va devoir prendre ça comme un ketem et on va devoir se poser la question, est-ce que c'est Mekabel Touma? Alors, pour information, de manière générale, les serviettes hygiéniques ne sont pas Mekabel Touma. Lorsque c'est une serviette hygiénique qui est simple, qu'on trouve en magasin facilement, ce n'est pas quelque chose de sophistiqué ou bien quelque chose qui est fait en tissu, d'accord, qui est cousu ou quoi, c'est vraiment les serviettes hygiéniques simples, c'est pas Mekabel Touma. Et donc, même si une femme voit une tache dessus, si c'est une grande tâche, il faut faire attention parce que ça peut être considéré comme un écoulement, comme des règles. Mais si une petite tâche qu'elle a trouvée, ce n'est pas des règles, à ce moment-là, elle devient pas nida avec ça, étant donné que la serviette hygiénique n'est pas Mekabel Touma. D'accord? Deuxième condition pour que ça rende Mekabel Touma, il faut qu'il y ait la taille d'un gris. C'est quoi un gris? Un gris, c'est 17 mm. Il n'y a aucune différence avec de quelle forme. Ça peut être ovale, rond, d'accord, étendu, peu importe. Il faut que dans cette surface-là, on va pouvoir entrer un cercle de 17 mm. Alors, mais pourquoi, d'où vient cette taille-là? Pourquoi cette taille-là est importante? Parce qu'il faut se rappeler que pourquoi finalement le ketem, les tâches ont été plus, on va dire plus mekel, ont été plus, on va dire les chaim entre guillemets étaient plus cool entre guillemets par rapport aux tâches qui ont été trouvées. Parce que les chaim ont dit que si c'est comme ça, on va devoir rendre nida tout le monde entier, tous les jours. Pourquoi? Parce qu'à l'époque, il y avait plein de petites puces comme ça qui se baladaient dans les maisons. C'est pas comme aujourd'hui, on avait des fenêtres qui étaient bien organisées. Il y avait des petites puces qui venaient. Et des fois, les petites puces s'écrasaient sur les draps. Et donc les gens se levaient le matin, ils voyaient plein de taches de sang sur les draps. Alors, les chaim m'ont dit que si c'est comme ça, si maintenant on va commencer à chaque tâche trouvée, on va rendre la femme nida, dans ce cas-là, tout le monde sera nida tout le temps. Parce que tous les jours, les gens trouvaient des puces écrasées sur leur lit avec des taches de sang. Donc, c'est pour ça que les chaim m'ont dit, écoutez, il faut des conditions pour que un ketem rend nida. Et une des conditions, c'est aussi la taille. Parce que si c'est une taille qui est plus que 17 mm, donc là, on dit non, c'est pas une petite puce, c'est peut-être vraiment un écoulement. Si c'est vraiment tout petit, à ce moment-là, on peut dire que c'est une puce, c'est un petit insecte qui s'est écrasé. C'est pour ça qu'on a cette taille-là. Alors maintenant, pour vous faire un petit peu à l'idée, qu'est-ce que c'est 17 mm? Alors voilà, si vous prenez un cent d'euros ou 2 cents, vous voyez, un c'est 16,25, l'autre c'est 18,75. On a dit qu'il faut 17. Donc c'est entre 1 cent d'euros et 2 cents d'euros. Et c'est un peu moins qu'un shekel. D'accord? Un tout petit peu moins qu'un shekel. Vous voyez, un shekel c'est 18 mm de diamètre. Donc, c'est un petit peu moins qu'un shekel. C'est ça la farandisa. C'est vrai qu'il y a des poskim, faradim, qui disent même 19 mm. Il y en a qui disent un shekel, donc 18 ou même 19 mm. Mais en général, chez les Chabadou, on dit qu'à partir de 17 mm, ça rend déjà nida. Et donc, un petit peu moins qu'un shekel, déjà, la femme, elle, c'est déjà considéré comme la taille d'un gris. Alors maintenant, troisième condition. Donc, on a mentionné le cas de Mekabel Touma. On a aussi mentionné qu'il faut qu'il soit la taille d'un gris. Maintenant, il faut encore une autre condition. Il faut que ce soit une surface qui soit une surface vérifiée. D'accord? Ça veut dire une surface vérifiée. Ça veut dire, étant donné que maintenant une femme trouve une tache sur une surface, on va dire sur un drap, on va dire que le drap maintenant n'a pas été vérifié. Ça veut dire quoi? C'est possible que le drap, finalement, cette tache que j'ai trouvée de sang, elle était déjà d'avant. C'est possible qu'un enfant s'est blessé. C'est possible que moi, je me suis blessé. Le mari, la femme, c'est possible que ce soit peut-être un feutre que l'enfant a bougé là-bas. C'est possible que ce soit même du vernis, peu importe. En tout cas, il faut savoir exactement, est-ce que c'est arrivé maintenant? Et donc, c'est pour ça que dans la halakha, on voit qu'on a trois catégories. On a un vêtement qui est vérifié, forcément, c'est impur. Ça veut dire que si maintenant le vêtement était vérifié, le drap était vérifié, et que la femme sait qu'il était propre,
Ou bien elle sait, par exemple, le sous-vêtement était propre. Après, elle se lève le matin, elle trouve une tache. Si elle sait que le sous-vêtement était propre, alors à ce moment-là, ça s'appelle un vêtement vérifié. Un vêtement non vérifié ou un vêtement sale, dans les deux cas, elle est pure. Ça veut dire quoi, elle est pure? Ça veut dire que elle ne rentre pas dans la catégorie dans toutes les conditions pour la rendre nida. Alors, venez, on va plus préciser c'est quoi de nos jours, vérifier et pas vérifier. Un vêtement sale, on peut comprendre. Oui, c'est quoi un vêtement sale? Un vêtement sale. Un vêtement sale qu'on n'a pas encore lavé, qu'on l'a jeté pour le mettre à la machine et que par exemple, je n'ai pas le choix, je l'ai remis, par exemple, ou un drap, par exemple, qui était sale, je l'ai remis, parce que je n'ai pas le choix. Alors, à ce moment-là, forcément, si elle voit une tache dessus, ce n'est pas une preuve, c'est possible que la tache venait d'avant. Maintenant, ça veut dire quoi, un vêtement non vérifié, vêtement vérifié? Admettons que vous sortez, vous faites la machine à laver, vous sortez la machine et vous vous l'étendez à la fenêtre, ou bien vous l'étendez dans la maison. Et dans la maison, il y a des enfants qui tournent. Ça s'appelle un vêtement qui est non vérifié. Pourquoi? C'est vrai que c'est un vêtement propre parce que je viens de sortir de la machine. Mais étant donné qu'il y a plein d'enfants qui tournent, qui me dit qu'un vêtement n'a pas sali le vêtement? Ou bien qui me dit qu'à l'extérieur, il n'y a pas un oiseau qui a fait ce qu'il voulait sur le drap que j'ai étendu dehors, sur le vêtement que j'ai étendu dehors? C'est pour ça que ça s'appelle un vêtement non vérifié. Et si je trouve une tache là-bas, ce n'est pas une preuve que ça vient de moi. C'est possible que ça vient des enfants, ça vient des oiseaux, ça vient de l'extérieur, et même que je l'ai lavé à la machine avant. Mais par contre, si maintenant je prends un vêtement, je le mets à la machine à laver, et ensuite, par exemple, je le fais sécher dans mon sèche-linge, directement je plie, je mets dans mon placard. Ça s'appelle un vêtement vérifié. Parce que finalement, je sais que lorsqu'on met à la machine, généralement, les vêtements sortent propres, totalement propres. Et là, il n'y a aucune raison pour qu'il s'est sali entre-temps. C'est pour ça, donc forcément, je l'ai sorti de mon armoire, j'ai mis le vêtement, ça peut être le drap, ça peut être le sous-vêtement. Là-bas, j'ai trouvé une tache. Alors à ce moment-là, ça va être appelé un vêtement vérifié. Et donc, si elle a ça, elle rentrera dans cette catégorie-là aussi de surface vérifiée. Maintenant, blanc. Quatrième condition, comme on l'a dit, il faut qu'il y ait toutes les conditions réunies pour la rendre nida. S'il manque une, elle ne sera pas nida par rapport à la tâche. Alors, c'est quoi un vêtement blanc? Un vêtement blanc, c'est vraiment blanc. Blanc, ce n'est pas clair, c'est vraiment blanc. Mais étant donné qu'il y a quand même des différents avis par rapport à un vêtement qui est très clair, ça peut être un bleu très clair qui s'approche au blanc, ça peut être un jaune très clair. Dans ce cas-là, il vaut mieux demander à un rave, à votre rave plutôt, qu'est-ce qui tranche pour vous, la halakha, en fonction de ce qui vous connaît, en fonction de votre rite, en fonction de vos coutumes. Mais c'est d'après la halakha, le vrai, ce qui est là, vraiment nida, c'est lorsque ça tombe vraiment dans un vêtement blanc. Encore une fois, on parle de quête, on ne parle pas d'un écoulement avec une sensation. Là-bas, on a dit que même si c'est un vêtement de couleur, il n'y a aucune condition, elle vient toujours nida. Mais là, c'est une tâche qui a été trouvée, alors à ce moment-là, il faut que cette condition-là aussi soit remplie s'il faut elle ait été trouvée sur un vêtement blanc. Donc, c'est pour cela, lorsqu'on met un drap pour dormir, on ne met pas un drap blanc lorsque la femme elle était au ras. Pourquoi chercher les problèmes? Et si, par exemple, une personne a des vêtements blancs, ne pas chercher le problème, pas regarder. D'accord? Pour ne pas vraiment tomber, pour pas que la femme devienne stamnida. Cinquième condition, il faut que le sang n'a pas pu venir d'ailleurs. Ça veut dire que si, par exemple, une femme, elle a, je sais pas, elle est par exemple en cuisine, elle a coupé de la viande et après elle s'est salie, d'accord? Ou bien elle a coupé de la viande, elle a coupé du poisson, il y avait du sang, etc. Ça l'a salie. Ou bien c'est possible qu'elle a, par exemple, qu'elle a fait ses ongles, du vernis rouge, etc. Elle avait les doigts un peu sales. Ensuite, elle a touché un sous-vêtement, ça l'a sali. Donc, toutes ces choses-là, c'est des choses qu'il faut penser. Ça veut dire que lorsque, par exemple, vous allez me poser votre question à tâche orale, il y a une chose qu'il faut préciser, si jamais on voit du sang ou une tache de sang, quelque chose qui ressemble au sang, une tache rouge, c'est aussi lui dire, écoutez, c'est vrai grave que j'avais aussi, ou bien que j'ai laissé traîner, par exemple, mes draps à côté, et qu'il y a un enfant qui a saigné, par exemple. Oui, il y a peu importe le cas de figure, mais en tout cas, il faut savoir et préciser, est-ce que c'est possible que le sang n'est pas venu d'ailleurs? D'accord, évidemment, en cas de doute, il faut toujours demander au rave et le consulter. Maintenant, par rapport à la taille, on a deux conditions et on a bientôt fini le cours. Par rapport à la taille, on a deux exceptions. D'accord, donc il faut que le fait qu'on a dit qu'ils font un gris, ça veut dire la taille d'un gris. Vous vous rappelez ce qu'on a dit? C'est parce que les sages ont eu peur que les petits insectes qui s'écrasaient sur les draps, donc tachent le drap et rendent la femme nida. On croit que c'est la femme, ça vient de la femme. Et donc, étant donné que le sang,
est rouge et pas noir, d'accord, d'un insecte. C'est pour ça que ça, je nous dis que si jamais on voit une tache noire sur une surface, d'accord, par exemple, qui peut venir de la femme, comme par exemple un drap au matin ou bien un sous-vêtement, c'est une tache noire, évidemment qui n'était pas là avant, etc. Et peu importe la tache, même si c'est une tache qui est tout petite, même qui n'est pas un gris, ça n'a encore une nida. Deuxième point aussi, si la tâche, ce qu'on a dit qu'il y a une taille, et si la tâche est trouvée sur une surface qui est en dehors du corps, ça peut être par exemple un sous-vêtement, un drap, etc. Mais si on parle d'une tâche qui est trouvée sur le corps, alors à ce moment-là, la femme devient nida, même si c'est une toute petite tâche, mais à condition que la tâche a été trouvée dans une zone du corps dont ça peut être logique que ça vient de l'utérus de la femme. Oui, par exemple, par exemple sur la main, la puissance sur la main, c'est possible que la femme s'est touchée dans la partie intime et qu'elle a vu du sang. D'accord, ou bien entre les jambes. Oui, donc toutes ces zones-là, eh ben, c'est des zones où finalement, c'est possible que le sang est arrivé là-bas. Donc, c'est pour ça que s'il y a du sang qui est trouvé là-bas, on prétend que c'est le sang qui est venu de l'utérus et donc ça la rendrait nida. Évidemment, si les autres conditions sont aussi remplies. Maintenant, qu'est-ce qui se passe si on a un vêtement qui est rayé? Parce qu'on a dit qu'il faut absolument que le vêtement soit blanc. D'accord? Si c'est un vêtement de couleur, on a dit, la tâche est trouvée sur un vêtement de couleur, là, ça ne rend pas la femme nida. Qu'est-ce qui se passe si le vêtement est comme un zèbre et rayé? Ça, évidemment, comme dans beaucoup de cas dans la halakha, c'est une grande marque contre beaucoup de poskim. Chacun demandera à son rave mais c'est quelque chose qu'il faut préciser, forcément. Si on voit une tâche, il doit je trouve une tâche, elle est assez grande, il faut préciser que c'est un vêtement, par exemple, qui a été rayé ou avec des motifs ou de plusieurs couleurs. D'accord? Il faut aussi préciser si la tâche était que sur le blanc ou sur le blanc et le noir. Dans ce cas, c'est le noir, mais c'est pas une autre couleur, oui. Ou bien que c'était le blanc qui donc, est sur les deux côtés du blanc. D'accord? Et en additionnant le tout, il y a oui à la taille d'un gris. Donc, ça va falloir préciser au Rav. Dernier point, c'est un conseil du Rambam. Le Rambam nous dit comme ça. Étant donné que la femme, lorsqu'elle trouve une tâche, ça la rend nida uniquement si elle trouve une tâche sur une zone qui est blanche, mais si c'est de couleur, à ce moment-là, ça la rend pas nida. Alors, c'est pour ça qu'il nous dit un conseil. Les fichar, c'est pour cela, tiknu chachamim, les sages ont instauré, chez Tilbash Aisha Bigdet Tivonim, que la femme se vêtit toujours des sous-vêtements de couleur, pour la préserver, pour la sauver des ktamim. Alors, de quoi on parle ici? On parle d'un moment où la femme, elle est donc pure. Oui, parce que si elle est en candida, et les shivanekim doivent porter des vêtements blancs, comme on sait bien. Mais là, on parle lorsque la femme, elle est théora, elle doit absolument faire tout pour porter des sous-vêtements de couleur. Et pour ça, et pour la préserver, de ne pas voir donc même si jamais elle voit une tache de sang, la tache ne va pas la rendre nida étant donné que ce sera tombé sur un vêtement de couleur. Et donc forcément, c'est valable pour toutes les femmes qui sont en période de théora. Maintenant, lorsque la femme est enceinte, par exemple, il faut faire attention car des fois, la femme veut vérifier que tout va bien avec le bébé. Donc des fois, elle ne veut pas mettre des vêtements, par exemple, noirs, des sous-vêtements noirs. Parce que des fois, elle veut savoir si, chas shalom, il y a une tache de sang pour qu'elle aille voir le médecin juste après. Mais d'un autre côté, il ne faut pas non plus qu'elle mette des vêtements clairs pour ne pas la rendre nida. Donc, elle peut mettre une couleur qui est entre les deux, c'est-à-dire que d'un côté, elle va pouvoir remarquer que ce soit du sang, mais que le vêtement, la couleur du vêtement en soi est de couleur qui n'est vraiment pas de couleur claire. Comme ça, elle ne rentre pas dans les complications. OK. Maintenant, je vais voir si vous voulez écrire des questions. Vous pouvez les écrire dans le chat, et j'essaierai de répondre besoin Hachem. Dans tout ce qui est Efsek Tara et Shiva Nekiim, tout ce petit code de Efsek Tara, ça, Bezrat Hashem, on le verra quand on parlera quand on parlera Bezrat Hashem des 7 jours de propreté. Bezrat Hashem, on fera un cours spécialement pour ça, Bezrat Hashem. Ok, alors donc Bezrat Hashem, ce qu'on va faire maintenant, c'est je vais donc prendre la vidéo pour ceux il y a beaucoup de personnes qui m'ont dit qu'ils n'ont pas pu venir aujourd'hui, parce que j'ai inversé un peu précipitamment.
Mais en tout cas, je vais prendre la vidéo, je vais aussi pouvoir la diffuser dans le groupe pour ceux qui sont intéressés pour revoir le cours, pour pouvoir diffuser à leurs amis. Et Bezrat Hashem, on se verra mercredi prochain pour un nouveau shiur. Encore une fois, si vous voulez me contacter pour les questions, vous êtes le bienvenu à le faire. Mon numéro, c'est un numéro israélien 00972 55 66 770 86. À très bientôt à tous si Dieu veut. Shabbat Tov. Sorot Tovot, Shabbat Shalom.